le roi qui se manifeste forcément. Donc c'est tout un pays. Beaucoup de Marocains aussi dans le monde entier, il n'y en a pas que au pays. Donc ce soir, en venant à l'émission, j'entendais dans Paris forcément les voitures klaxonner, les drapeaux marocains de sortie. Donc c'est vraiment... tout le monde tourne autour de ce drapeau rouge, quoi. C'est magnifique et je suis vraiment heureux pour ce peuple. Quand on évoquait un petit peu les équipes africaines qui avaient le plus de chances d'aller au moins en huitième de finale et de revenir en quart de finale, qui est un authentique exploit et finalement dans l'histoire du football africain, vous mettiez, avant le tournoi, Claude, une pièce sur le Maroc ? Ah oui, si, j'avais dit que je voyais en priorité Maroc, Sénégal et affectivement le Cameroun. Je voyais un petit peu moins le Ghana et je dois dire que la Tunisie m'a pas mal surpris dans cette compétition. Mais le Maroc, on avait fait une longue émission sur les qualités de Regragui. Moi, j'avais été étonné quand le FUS était devenu champion du Maroc parce que je m'étais dit avec tous les grands clubs qu'il y a pour qu'un jeune entraîneur comme ça devienne champion, c'est sûrement qu'il a de la qualité. Il a confirmé après en gagnant dans un autre club la Ligue des Champions et puis en prenant, il n'y a pas très longtemps, cette équipe... je pense qu'on oublie un petit peu aussi celui qui a qualifié l'équipe, même si il ne fait pas partie de mes meilleurs amis, loin s'en faut. Loin s'en faut, mais Vahid Halilhodžić avait quand même eu le mérite de qualifier cette équipe pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais on voyait bien que le Maroc était quand même une équipe structurée, intelligente, coordonnée, avec un entraîneur plein d'idées. Et il n'arrête pas de le montrer, quoi. Les détracteurs disaient de lui qu'il était un petit peu inexpérimenté, mais force est de constater qu'il a fait jouer cette équipe marocaine à la perfection. Elle a tout simplement créé l'un des exploits les plus retentissants finalement dans l'histoire de la Coupe du Monde en éliminant la grande équipe d'Espagne. Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'une de ses qualités, nous allons en parler, c'est le fait d'avoir déjà ramené tous les joueurs à adhérer à son projet. Lorsqu'on l'écoutait pour l'avoir écouté après le match, il parlait beaucoup de solidarité, de respect du plan de jeu, du projet de jeu de l'équipe, et ce qu'on a vu aujourd'hui. Encore une fois, et surtout sa faculté, je trouve qu'il a une faculté à s'adapter aussi à ce que propose l'adversaire, que ce soit dans ses qualités fortes ou moindres, et il arrive à proposer à ses joueurs justement des solutions pour répondre à ce que l'adversaire va leur opposer. Donc je trouve que c'est très bon entraîneur. Qualification du Maroc qui forcément fait réagir chez nos amis internautes, Romain. Oui, une réaction également de l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui a bien conscience de la portée de cet exploit aujourd'hui réalisé par ses joueurs. Regardez ce qu'il a déclaré, c'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. On était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Aujourd'hui, sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols. À la fin, on a un peu de chance au tir au but. Il ne faut pas s'enflammer. Les joueurs sont sur les rotules, mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Rigueur tactique, beaucoup de solidarité, mais de là à éliminer l'Espagne, que s'est-il passé, Lilian ? J'ai envie de vous poser la question parce que, oui, évidemment, vous savez que sur les réseaux sociaux, vous êtes le spécialiste incontesté de l'Espagne. Les internautes pleurent en pensant à vous parce qu'ils se disent l'Espagne est éliminée. Qu'est-ce qui s'est passé face à cette équipe marocaine ? Alors, l'équipe d'Espagne, je la voyais pas aller très très loin, mais je la voyais quand même atteindre les quarts de finale. Là, c'est un match où ils auraient pu jouer 5 heures, ils auraient jamais marqué. Voilà, il y a plein de lacunes dans cette équipe espagnole. Ça attaque encore une fois sans avant-centre avec un Marco Asensio dans un jeu de possession. Ça soulage un petit peu la défense qui est fébrile. La preuve, c'est que il a quand même 4 centraux, Luis Enrique, pour finalement mettre Rodri, milieu de terrain de Manchester City, en défense centrale. Donc il essaie de jouer très haut, d'avoir ce jeu de possession. Moi je pense que, notamment sur la dernière demi-heure, on voit que comme Busquets ne peut pas jouer tout seul devant la défense. Il y a Pedri qui est énormément descendu pour essayer de soulager, qui se retrouvait entre les deux défenseurs centraux, alors que Pedri, c'est celui qui peut donner la passe. Dans les autres équipes de ce mondial, on voit quand le Brésil, l'Argentine sont en difficulté, ou même la France, il y a un Kylian Mbappé, il y a un Lionel Messi, il y a un Neymar qui, par un dribble, par un geste, par quelque chose, va faire sur son talent la petite différence qui va réussir à soulever un petit peu, à amener son équipe. Là, dans l'équipe d'Espagne, on l'a pas. C'est 10 bons joueurs de foot. Ils ont fait 1000 et quelques passes. Les statistiques sont là, une possession incroyable, mais ça, c'est habituel pour le Maroc qui est habitué à laisser la possession à l'adversaire. Et voilà, cette équipe espagnole, elle n'a jamais été en mesure d'inquiéter vraiment la défense marocaine. Les Lions de l'Atlas, Patrice, ont fait déjouer collectivement cette équipe espagnole. Après, sur le plan des individualités, on va en sortir une première. C'est Sofiane Amrabat, qui est l'un des milieux de terrain de cette Coupe du Monde.
Oui, il enchaîne les performances de très très haut niveau. C'est un rock. Il gagne ses duels et il soulage aussi bien. Il vient supporter les phases offensives. Il empêche les relances rapides. Il est présent. Il vient défendre s'il faut jouer un petit peu plus bas. Il rassure. Il parle beaucoup aussi. Ça, en 4 ans de temps avec nous, il était tout jeune encore. Mais là, aujourd'hui, on sent que c'est vraiment le patron du milieu de terrain. Il pèse beaucoup. Et surtout, face aux champions du monde de la conservation, de la possession, en fait, ils ont été patients. Ils ont su... ils n'ont pas mis le bus, on en a parlé avant, ils n'ont pas mis le bus en disant non, ils ont joué quand même bloc relativement médian, bas médian, mais pas devant leurs 18 mètres. Ça a été cohérent et c'est lui qui parlait à tout le monde. Donc pour moi, c'est... Pourquoi c'est que maintenant qu'il explose? Parce que moi, j'ai le souvenir, par exemple, et à l'époque, vous étiez au Maroc Oui. de la CAN 2017. Vous l'avez explosé, notamment sur un match face à la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a toujours été à ce niveau-là, qui a toujours impressionné déjà sur le continent africain. Oui, mais il y avait beaucoup de concurrence à son poste. Karim El Hamadi avait beaucoup plus d'expérience pour aller chercher des qualifications en Coupe du Monde, ces matchs de très très haut niveau. Mais il était déjà là. En Coupe du Monde 2018, il rentre contre l'Iran latéral droit parce qu'on avait besoin de lui latéral droit. Il était au carrefour de la génération en fin de cycle. Et puis lui, voilà, il montrait son nez, il montrait déjà de certaines qualités. Et sincèrement, il s'est imposé depuis 4 ans un véritable patron du milieu de terrain, vraiment. C'est l'un de vos coups de cœur aussi, Amrabat. Moi, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Le meilleur milieu de terrain, le plus complet. Il a fait un match. Aujourd'hui, si on notait, on aurait du mal à donner autre chose qu'une note de 9 sur 10, quoi, parce qu'il a fait un match tactiquement, mais parfait. C'est absolument incroyable. Si on revoit ses actions, les dizaines d'actions du match où il défend en avançant, où il vient mettre le pressing, où Busquets, il ne sait même plus où il est, le pauvre Busquets. Il a terminé le match, on se demandait, jusqu'au moment où il y a le tir au but, s'il avait vraiment participé à ce match-là. Il a complètement été annihilé. Donc, tactiquement, il a été énorme. Physiquement, il gagne même le sprint. Quand il marque le tir au but vainqueur, c'est lui qui arrive le premier sur le gardien. Il a même gagné ce sprint-là à la 135e minute. Donc, physiquement, techniquement, il n'a pas tout réussi, mais il a réussi des dernières passes dans les espaces de grande qualité. Et mentalement, c'est un monstre. Et moi, je le suis depuis longtemps parce que c'est quelqu'un qui m'a interpellé toujours. Effectivement, je me rappelle avoir vu jouer arrière droit et je me demandais ce qu'il faisait dans ce poste-là parce qu'on a l'impression qu'il avait un tel volume de jeu qu'il était un petit peu emprisonné dans ce rôle d'arrière droit. Mais je pense qu'il va être considéré comme une des très grandes révélations de ce mondial et personne ne parlait de lui, quoi. Personne. Ça, c'est l'une des individualités à sortir dans l'entrejeu marocain. Et puis, il y a le dernier rempart, Yacine Bounou, portier du FC Séville, que vous connaissez bien, que vous suivez chaque saison, qui a été meilleur gardien de Ligue 1 en 2021 et qui crucifie l'Espagne au tir au but. Lui aussi, il fait une très très belle Coupe du Monde. Je vais même dire plus loin, c'était le gardien de but de Girone. Qui est mon club de cœur, donc ça fait un moment que je le vois. Oui, il connaissait tout le monde. Alors lui, c'est le héros de la séance de tir au but. Avant ça, on va pas dire qu'il a eu grand chose à faire. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Le nombre de tirs cadrés espagnols, voilà, il a rarement été mis en danger. Mais c'est vrai que pendant la séance de tir au but, il est arrivé avec beaucoup de décontraction. On le voyait avec ce sourire qu'il aborde toujours, et finalement avec énormément de confiance, il fait les bons choix. Bah évidemment. Il y a ces 2 arrêts sur un sur le poteau et puis un arrêt sur les 2 premiers tirs. Un bel arrêt sur Olmo aussi. Voilà, c'est la seule parade qu'il a à faire vraiment dans le match. Donc voilà, lui connaissait les joueurs adverses et il est arrivé très confiant. Et clairement, oui, ce qu'il a fait, c'était héroïque. Et toujours sur Bounou, je reviens vous voir là-dessus. Patrice, il éclot là, en tout cas aux yeux du monde entier, mais ça aurait pu être déjà le cas il y a 4 ans. Exactement. C'est-à-dire que ce soir, je suis heureux pour lui qu'il éclate aux yeux du monde entier. Mais les spécialistes, nous, lorsqu'on arrive en 2016, il est numéro 2 de Mounir, mais c'est un bis. Il aurait pu forcément jouer sans problème parce qu'il avait les qualités pour être un numéro 1, mais il fallait faire des choix à l'époque. Cette Coupe du Monde 2018, il a fini un peu frustré contre l'Espagne parce qu'on finit cette compétition, il n'a pas participé. Pour un joueur de football, lorsqu'on fait une Coupe du Monde et qu'on ne participe pas, on est un petit peu sur notre faim. Mais de suite derrière, en 2019, il devient le numéro 1 des Lions de l'Atlas sur la Coupe d'Afrique en Égypte. Et puis depuis, voilà, il s'est imposé en club. Il a fait un parcours en Europa League fantastique. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est atypique des joueurs de foot. C'est-à-dire qu'il il sourit tout le temps. Il est toujours en train d'être bienveillant. Quand il y a des petits soucis, il est toujours en train de mener ce groupe-là.
c'est quelqu'un de positif tout le temps. Il n'est pas sur la provocation. Et je suis très heureux que ce soir, il sorte aux yeux du monde parce qu'il le mérite. Pas mal pour un Canadien. On vous a montré ces belles images du côté du Maroc tout à l'heure. On va repartir prendre la température du côté du pays des Lions de l'Atlas avec Philippe Doucet qui est du côté d'Agadir justement. Évidemment, la joie est de mise au Maroc. On a vécu une énorme soirée à Agadir, la ville totalement paralysée, le centre-ville totalement paralysé avec tous les supporters qui sont dehors en voiture à hurler. Et puis là, avec nos jeunes de l'académie, eh bien ça a gueulé fort évidemment quand le Maroc réussit pour la première fois de son histoire à atteindre les quarts de finale, à être empli de fierté bien sûr, mais fierté aussi pour l'Afrique puisqu'ils sont les derniers représentants de l'Afrique et les premiers depuis 2010 à rejoindre les quarts de finale. C'était en plus extraordinairement mérité. Fier du Maroc, tout le monde était aujourd'hui en joie dans ce pays. La fierté est de mise et regardez d'ailleurs toujours du côté d'Agadir ces images au moment du tir au but victorieux d'Achraf Hakimi. Regardez l'effusion de joie forcément pour les jeunes notamment du centre Mohamed VI qui sont en stage du côté d'Agadir. Le complexe Mohamed VI lui est situé du côté de Salé à Rabat. Mais oui, encore une fois, cette effusion de joie, elle est compréhensible dans un pays, encore une fois, où c'est vrai qu'on avait une attente énorme autour de ce pays. C'est vrai, Claude le disait, qu'on mettait ce pays parmi les favoris pour aller chercher cette place qualificative au moins en 8e, voire en quart de finale. Mais encore une fois, on est sur un exploit monumental. Oui, on est sur un exploit monumental, mais ça s'explique aussi. Il y a le coach ici présent, Patrice Baumel, qui était du côté du Maroc. C'est aussi un travail qui a été fait, je veux dire, au niveau de la fédération depuis des années. Aujourd'hui, on parle de l'académie Mohamed VI. Il y a 3 joueurs, il me semble, qui font partie de l'équipe nationale, qui est victorieuse face à l'Espagne. Ennesseri, Unai, et j'en oublie un. Le défenseur de Rennes, là, Oui, Aguerd de West Ham. Aguerd. De West Ham. Donc, finalement, on voit bien que voilà, il y a un projet qui a été suivi et c'est tout à fait normal que cette nation, et puis pour l'Afrique aussi, fière, voilà, et puis atteindre ce niveau-là. C'est le travail. Et je veux revenir même lorsqu'on parle d'un joueur comme Amrabat, c'est la discipline, la rigueur. Parce que quand vous êtes un joueur avec autant de talent, et que sur un match, on vous demande, vous le savez, il y a des grands coachs avec nous, on demande à des joueurs de se retenir, de rester, de respecter. C'est quand même difficile. Et le faire sur 100 et quelques minutes, 135 minutes, c'est énorme. Ils ont réussi à le faire et c'est ça, en fait, l'union sacrée, ce qu'ils ont réussi à créer. Et moi, c'est ce qui me touche. C'est ce qui me touche. Malik, c'est un vrai projet. Ça fait 12 ans qu'ils ont commencé à bosser. Ils ont pris Jacques Devime, qui était directeur technique national en France, qui est devenu le patron national. Et à partir de là, il a créé des vraies structures. Ils ont commencé à faire passer des diplômes d'entraîneurs à des entraîneurs marocains. Il y a eu enfin une vraie formation de formateurs. Ils ont commencé à s'occuper des championnats de jeunes, ce qui ne se fait, hélas, toujours pas en Afrique subsaharienne. On en est encore très, très loin. Et à partir de là, il a commencé à avoir des résultats. Et c'est toute la résultante de ce travail énorme. Nasser Larguet, qui maintenant est en Arabie Saoudite, qui a été patron du centre de formation de la formation à Marseille, a été aussi un des initiateurs très, très importants de la formation des formateurs et de la formation des jeunes. Et ça paie. Mais c'est ce que les pays africains subsahariens doivent savoir, c'est que si on met le paquet sur les jeunes, il faut peut-être attendre 4 ans, 6 ans, 10 ans, mais à un moment ou à un autre, ça paie. Il n'y a pas de secret. Formation de qualité et des infrastructures de qualité également. Le complexe Mohamed VI du côté de Rabat est un véritable bijou architectural. Vraiment. Romain, la joie, l'effusion de joie du côté du Maroc et forcément la grosse déception en Espagne, notamment du côté du sélectionneur. Oui, la grosse désillusion pour Luis Enrique qui était à la tête de la Rora pour cette Coupe du Monde, comme lors du dernier Euro où l'Espagne avait atteint les demi-finales. Regardez ce qu'a déclaré Luis Enrique à l'issue de ce match. Si c'est cruel, oui, le foot est un sport merveilleux, mais oui, il y a des possibilités pour une équipe qui n'attaque pas de gagner. On a dominé et on a essayé de créer des occasions. On a eu du mal, mais on a tiré 11 fois, dont seulement 3 tirs cadrés. Je suis fier de mes joueurs, je les félicite. On s'attendait à ce qu'ils jouent derrière, comme dans la plupart des matchs, mais je ne sais pas quoi dire de plus si seulement quelqu'un là-haut avait pu nous aider avec ses pénaltys en fin de match. Mais si on a le sentiment que c'est finalement la remise en question d'une méthode de jeu pour Luis Enrique et pour toute l'Espagne, est-ce qu'il va falloir quelque part, changer de méthode du côté espagnol? Est-ce que cette défaite, cette élimination, un acte finalement l'échec d'une méthode qui a réussi par le passé, mais qui n'est plus au goût du jour actuellement? Lilian, moi je vais vous tourner vers vous justement pour corroborer les propos de Romain. Moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voulu jouer avec un véritable attaquant. Pourquoi pas d'entrée
Alvaro Morata. Moi, c'est une interrogation personnelle. Ça, c'est la nostalgie de 2008 de Luis Aragonés. Ça avait marché, effectivement, champion d'Europe avec Cesc Fabregas en neuf. Je pense que, voilà, il a ses raisons. Alors, il n'a pas choisi volontairement de faire venir d'autres avant-centres. Il y a Iago Aspas, qui est le meilleur espagnol, Gérard Moreno, qui aurait pu être là. Voilà, le choix a été fait, effectivement, de ne prendre que Alvaro Morata avec ce jeu. Alors, on sait que Pep Guardiola l'a fait pendant un moment, même s'il est très content maintenant d'avoir Erling Haaland. Mais il y a un moment, il nous a passé de Sterling à Foden, enfin tout le monde à son tour passé avant-centre. Il y avait un peu ce mythe-là. Maintenant, il y a d'autres problèmes en Espagne que juste ça. Alors, quand on parle de ce jeu de philosophie, je pense que effectivement, ce jeu de possession, il correspondait à un moment. Vous avez vu, on me pose des questions tactiques à moi quand même. Mais on est très attentifs. Non mais voilà, ce jeu très respectueux. C'est un piège. C'est un test. Ce jeu de possession, c'est vrai qu'il correspondait effectivement à une certaine période. Je pense que le foot a évolué, qu'on est maintenant sur des choses avec un peu plus de transition et que j'ai l'impression que l'Espagne a pas su effectivement dans son modèle. Alors sort des tonnes de milieux de terrain qui sont très techniques, tout ça. Mais par contre, dans l'ADN, dans le logiciel de jeu, peut-être que les Espagnols devraient introduire un peu de pragmatisme ou des choses un peu différentes. Pour schématiser très vite ce que vient de dire Lilian, c'est-à-dire qu'ils font bien circuler le ballon, mais circuler, ça vient de cercle, donc c'est tourner en rond. Et je pense que c'est l'image parfaite de cette équipe d'Espagne. Est-ce qu'on n'est pas un peu sévère quand même? Parce que, Patrice, quand on sort de l'Euro 2020, disputé en 2021, on se dit, c'est pas mal. Luis Enrique, on arrive avec une nouvelle génération, et c'est prometteur pour la suite. Là, il y a cet échec en huitième de finale, on régresse ou il faut être au contraire confiant pour l'avenir? Dans ces statistiques, le premier match contre le Costa Rica, ils sont, je crois, à 95% de réussite. Ils en mettent 6 sur 7 occasions ou 7 sur 8 7 sur 8 occasions. ou 9, oui. Et j'avais dit d'ailleurs, c'est le réalisme. Mais ce qui me dérange dans cette équipe, c'est que oui, ils font circuler le ballon, mais il n'y a pas de changement de rythme. À quel moment les adversaires sont mis vraiment en danger sur des changements de rythme? Le football, ce qui est plaisant, c'est garder le ballon, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'ai l'impression que c'était très souvent dans le même tempo. Donc, est-ce qu'ils n'étaient pas capables de produire ce jeu-là? Je me souviens, en 2018, c'était déjà un petit peu les mêmes choses, puisque l'Espagne, c'est toujours de la conservation, de la possession de balle. Mais je me souviens, Xavi Iniesta, qui avait quand même, il était en fin de carrière internationale, il arrivait à se projeter. En tant que milieu de terrain, il arrivait à se projeter, ce que nous, on aimait dans le Grand Barça. Mais là, en fait, je ne vois pas des joueurs qui vont, qui reviennent. C'est assez stéréotypé. Pedri devait le faire, mais sauf que Pedri, il est quasiment au niveau des défenseurs centraux pour aider Sergio Busquets. C'est lui qui manque, je pense, derrière Alvaro Morata sur la fin de match, pour être à la dernière passe. C'est ça qui manque, ce passeur, ce Xavi, ce Iniesta, qui avant trouvait la verticalité. Là, il la trouve pas. C'est un jeu, on dirait du handball. Ça passe à droite, à gauche. Enfin, on n'arrive pas. Et puis si on centre, de toute façon, tous les joueurs espagnols, il faut en mettre 70. On n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise équipe. C'est pas ça. C'est une équipe qui a de la qualité, où il y a du talent. Non, mais honnêtement, elle vous fait rêver cette équipe d'Espagne ou pas? Non, elle vous fait pas rêver. Ça manque d'accélérateur de jeu. Moi, je ne supporte pas une équipe qui ne crée pas des différences offensivement, qui ne se projette pas, qui ne cherche pas à déstabiliser l'adversaire en ouvrant des espaces sur les côtés, en créant des Si vous ne faites pas poussins. rêver, c'est pas une bonne équipe, Claude. Alors, non, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui me font rêver non plus. Ah. Mais, mais je ne sais pas que ce soit une mauvaise équipe. Il y a beaucoup de joueurs de talent. Par contre, ça manque de dynamique dans les 30 derniers mètres. Et on a l'impression qu'on voit toujours le même match. Or, les équipes qui sont les vraies bonnes équipes sont celles qui surprennent. En ce moment, quelles sont les équipes qui surprennent? C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est le Brésil. Et l'Espagne ne nous surprend plus. Et je crois que d'ailleurs, Guy, que vous tirez un peu dans le même sens que Patrice, parce que vous me disiez que dans cette équipe d'Espagne, il manque un joueur qui... Alors, Patrice parlait de joueurs qui se projettent. Vous parliez d'un joueur qui fait des différences individuelles. Un provocateur, un dribbleur. Quoi. Il y en a pas beaucoup. On en voit de moins en moins, sur un point de vue général. Mais si on parle de l'Espagne, oui, je pense que surtout lorsque vous êtes face à une équipe qui était très bien structurée, qui était compacte, comme celle du Maroc, il vous faut aussi quand même des joueurs, surtout sur le côté. Justement, on parle de la France, quand on parle de ce côté, cette surprise, c'est le geste qui va venir un peu d'ailleurs, c'est le joueur capable d'éliminer un, voire deux joueurs pour créer cet espace derrière. Et ça a manqué.
Ça a manqué aujourd'hui à l'Espagne. Et je voudrais dire aussi, c'est le manque de variété, moi, qui me gêne. Ah, mais Voilà. quand il manque, On ne quand surprend veut plus. dire On ne surprend qu'il plus. il manque peut-être d'armes. attirer, Je veux dire, peut-être que ce soit attirer, Pedri, peut-être, voilà. que ce soit Busquets, que ce soit Gavi, ils sont même pas capables, eux, de tirer aux 30 mètres, qui pourraient éventuellement faire sortir un peu la défense marocaine. Et les seuls tirs de loin, ça a été Rodri, voilà, qui vient effectivement pour dire bon, bah, au moins tenter ça, quoi. Patrice? Ce qui me dérange, c'est que l'Espagne est capable de rentrer dans la surface de terrain de réparation adverse. La différence avec un Mbappé, c'est qu'il a le ballon, il provoque, il élimine, il frappe. C'est spontané. Le Portugal ce soir aussi, dans la surface, c'est spontané. Là, le ballon est dans la surface, et il ressort pour ressortir encore, pour faire tourner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la surface, on ne finit pas les actions. On ressort encore, comme un peu du handball. Et c'est ceux qui... Il n'y a pas de starter, il n'y a pas d'élément déclencheur. Et du coup, pour conclure ce thème Espagne, Patrice, est-ce que vous diriez que c'est la faillite d'un homme ou la faillite d'une génération? D'un homme à cause des Non, choix de mais Luis Enrique?